Bonsoir tout le monde, merci d'être venus. Nous sommes presque au complet malgré la difficulté d'accès. Je suis Caroline Bourgeois, conservatrice auprès de la collection. Je suis extrêmement heureuse de présenter Luc Tuymans qui a accepté de parler de Kerry James Marshall. Luc Tuymans est un artiste qui est dans l'exposition actuelle et avec lequel on a fait une grande rétrospective en 2019. Il a proposé de lire un texte en français sur Kerry James Marshall qu'il connaît depuis plus de 20 ans, qu'il a écrit en 2005. Il nous fait l'effort de parler en français. Il est beaucoup moins à l'aise qu'en anglais, donc il peut y avoir parfois certains mésentendus, mais ne pas en tenir compte. Et il rentrera en dialogue ensuite avec Marc Donadieu. On avait également tous travaillé ensemble sur l'exposition en 2019 de Luc Tuymans à Venise, qui fera des contrepoints, discussions, questions à partir de la lecture du texte de Luc. Et je remercie Vanessa d'accompagner l'ensemble du projet qui travaille avec Luc de façon permanente. Par rapport au PowerPoint, il y a différentes images et éléments que vous allez pouvoir voir. Merci. Oui, merci Caroline. Alors, comme Caroline a dit, j'ai écrit ce texte en anglais et on a traduit en français, qui n'est pas la même chose, mais bon, ça doit aller. Et c'est un texte que j'ai écrit sur commande, en fait, de Kerry James lui-même, quand il a fait son premier expo, je pense, en dehors de l'US. C'était personnel, je veux dire, à Camden Art Center. C'est à Londres. Alors, je vais commencer avec le texte, espérant que vous ne vous endormez pas. Et on va montrer simultanément des images qu'on va remontrer en loupe quand je parle un peu plus en profondeur avec Marc. Le texte est assez dense parce que j'ai dû le faire dans le temps, dans 4 pages. Alors, il est très dense, et à cause de ça qu'on peut revenir à quelques points plus concrètement après que j'ai lu le texte. Alors, je vais commencer. Le texte s'appelle Daylight, lumière du jour. Daylight, lumière du jour. Delight, joie. Delete, effacer. Un jeu de mots autour des présomptions, d'analogies et d'associations, des mots qui ouvrent le champ des possibles, et je me demande, Kerry James Marshall peint-il à la lumière du jour? Il ne peint pas à la lumière du jour parce que quand j'étais dans son studio, qu'il ne peint pas avec la lumière du jour. Lorsque j'ai été pour la première fois confronté au travail de Kerry James Marshall en 1995 à la galerie Jack Chapman à New York, j'ai été impressionné par la représentation noir charbon des figures dans ces tableaux. La température des tableaux était fraîche. Il y avait l'effet d'une brise légère. Leur construction et composition étaient méticuleuses, préméditées et restreintes. J'étais impressionné de voir à quel point l'imagerie à laquelle j'étais confronté était digne et d'une clarté rebelle. C'était une expérience qui me demandait de me positionner immédiatement. Peut-être avait-il une légère touche d'exotisme venant de mon monde où les images, les icônes rejettent toute forme de discours en s'élevant elles-mêmes immédiatement au niveau du sublime. Bizarrement, ces tableaux, et beaucoup d'autres que j'ai vus par la suite, ont produit l'effet opposé. Aussi insolite qu'il peut être, ils se sont avérés très familiers, ce qui est troublant. Nous nous sommes rencontrés, Marshall et moi, plus tard. Nous nous sommes parlé et aujourd'hui, je peux dire que nous nous respectons l'un l'autre et notre travail mutuel. Maintenant, je vais parler un peu plus de peinture et de son travail. Le fond et les images en premier plan semblent faire partie d'un groupe répété de nombreuses fois, comme si l'on regardait une famille élargie, représentée comme étant la société elle-même. Les tableaux fonctionnent comme un mur faisant face au regardeur, presque à l'échelle 1.
Dans les plus grands tableaux, les tableaux bannières, par exemple, de Kerry James, c'est presque l'échelle 1 sur 1. Le regard est dirigé vers l'extérieur du cadre et amené à se focaliser sur lui-même, comme s'il allait imploser. Il y a le cadre urbain, le projet des logements sociaux, les structures d'une totalité feinte et ratée qui ressemble à des jardins. Il y a la conscience que l'on regarde quelque chose et qu'en même temps l'image que l'on regarde est sous surveillance. Les couleurs sont sourdes. Quoi qu'ils vivent, elles sont patinées comme si elles avaient été transformées par le temps. Une histoire est en train de se dérouler visuellement, mais pas de façon linéaire. Les motifs se déploient en groupe, faisant tenir l'image, imitant la générosité, mais seulement au sein de la communauté ici représentée. C'est un monde fermé, encapsulé, dans une période de temps donnée où tous les détails comptent. Apparaissant comme un fétiche d'affection, d'éducation et de souvenirs de quartiers d'enfance. Le monde est clairement compréhensible, mais il y a aussi un désir de couleurs, de voitures, de vêtements, de produits. Toute la sphère culturelle fondée sur un certain type d'exclusivité qui cherche à égaliser, informer et provoquer l'altération. L'image montre le désir de participer à la construction du consumérisme. Cependant, elle est fatiguée de sa propre prévisibilité et ne veut pas seulement distraire, mais au contraire remettre en question. Chaque centimètre qu'elle représente. À l'instar de tableau, on va montrer le tableau de Style, un tableau assez important pour Kerry James. C'est un tableau qui a été aussi immédiatement acquis par le musée de l'art contemporain à Los Angeles. Et il y a aussi un élément où il joue avec les mots, parce que le style, est aussi de style en néerlandais, qui était un mouvement de Piet Mondrian et Van Doesburg, qui ont fondé ce mouvement dans les années 20. Alors c'est à cause de ça qu'on voit les couleurs primaires, le jaune, le bleu, le rouge et aussi naturellement le noir. Et c'est déjà cette opulence qui joue dans ce tableau qui est très important parce que rien est laissé à la chance chez Kerry James, mais on va en parler en plus tard. Après, Vanessa, le Lost Boys de 1993, on voit les voitures, les jouets, cette idée d'une sorte d'idylle qui n'est pas réellement une idylle. Et quand les portraits individuels s'extraient de ce monde, comme dans les séries Lost Boys et Scout, on va montrer le Lost Boy, qui est d'ailleurs ici on le montre ici dans l'immeuble, enfin dans l'espace, et les scouts, ils sont déplacés sur un fond qui implique une imposition soit par la civilisation en forme de graffiti d'un environnement urbain possible, soit une tendance à représenter la figure comme une icône, comme dans la série qu'on voit ici, scouts où des halos blancs amidonnés, pointus, situés derrière les portraits, isolent et éclairent l'imagerie. Bien que tout ce portrait soit clairement différent, il résonne avec la pensée que chaque individu équivaut à chaque individu, de même que chaque individu dans un groupe équivaut à chaque individu dans le groupe, ce qui lui rend anonyme. On doit aussi dire que certainement les Lost Boys est un peu inspiré par les gens qui ont été, des jeunes gens qui ont été tués dans les gang wars à Chicago ou par la police américaine. La beauté de la série des portraits de Lost Boys de Marshall réside dans le fait qu'ils sont inatteignables. Ils résistent à leur statut apparent d'icône et reviennent inlassablement vers vous. Ces portraits demeurent très énigmatiques, pas seulement en raison de leurs traits marqués graphiquement, mais aussi de leur immobilité. Ils semblent étourdis, sortis du système gelé d'antan. Une autre section de ce texte était l'idée de Kerry James comme dessinateur, ce qui est très important d'ailleurs. Enfin, si on voit un dessin, il prépare tout très méticuleusement. La capacité à dessiner est clairement très importante pour Marshall.
c'est la base qui sert à rendre une image, à se l'approprier et l'affiner jusqu'à la perfection. Par le dessin, l'espace et l'ombre sont solidifiés au sein des zones confinées, comme si tout était montré par ordre d'apparition sur scène. Ce sens de la distinction claire et l'imagerie aux contours très marqués créait un sentiment impénétrabilité, ce sont des mots comme ça que dans les grands tableaux en particulier. Il y a une reconnaissance d'œuvres bien plus anciennes, comme le tableau de Jan van Eyck. D'ailleurs, quand Kerry James m'a visité à Anvers, on est allé voir tous les tableaux de Jan van Eyck, celle qui était à Gand, l'anneau de Dieu, et aussi celui qui est à Bruges, mais aussi le tableau de Fouquet avec les anges rouges et bleus, et les anges bleus, oui. Et enfin, c'était... Et je prends ça comme exemple parce qu'il y a quelque chose... Enfin, c'est pas la même chose que Kerry James, mais bon, je vais continuer. Il y a, comme j'ai dit, des reconnaissances d'œuvres bien plus anciennes comme le tableau de Jan van Eyck, où la perception de la réalité est également distincte et aiguisée par la représentation aussi méticuleuse que possible de chaque détail. Là aussi, la capacité à dessiner était la fondation essentielle de toute image, et l'image elle-même était impénétrable. Organisée dans un cadre qui, à l'époque, était le dogme d'un monde pétri de religion, où toute forme de savoir était produite et induite dans le cadre de ce dogme. Chaque image était représentée comme parfaitement immobilisée, comme si le temps s'était insolemment arrêté. Il n'y avait aucun doute que l'on voyait, c'est ce qu'on voyait, n'était pas une représentation de la réalité, mais plutôt que par la façon dont être rendue, quand elle était rendue, l'image elle-même était devenue réelle. Il y a bien sûr une différence entre les tableaux de cette époque et le travail de Marshall, mais je vois néanmoins une similarité dans cette volonté d'être complet, d'assumer une certaine complétude, de faire tenir le tout ensemble et de comprendre. Et de là, on va à la religion. Les éléments de commémoration de race, de famille, le sentiment de la communauté, le deuil et l'appartenance sont certainement mêlés aux expériences personnelles. Mais en étant magnifiés comme si l'on regardait ces images avec une loupe, il devient des icônes. C'est exactement à ce moment que le regardeur, et tant que d'autres, s'identifie ou non à ce qui est montré. L'image est appropriée et domestiquée par le sampling et le collage, atteignant une qualité proche de l'idée de relique ou de talisman. Jouant un rôle d'intermédiaire dans un monde rituel, les images gardent un fond rebelle et cherchent à s'opposer à la mémoire comme technique. Le collage commence à fonctionner comme une surimposition, bloquant tout accès ou ne le permettant que selon ses propres termes. Les images deviennent traumatiques parce que leur sens de commémoration et de souvenir est pris dans une zone entre le discours et le mutisme. La rencontre est essentielle à toute possibilité d'être inclus ou exclu de l'image. Dans une œuvre, quand on voit ici, telle que Memento de 2003, je pense, le noir et le gris sont extrapolés par le papier argent d'un rideau, dont deux cordes sont tenues par une figure féminine positionnée derrière l'ouverture du rideau, ce qui fait qu'elle regarde le regardeur. Le tableau porte le poids du silence, comme s'il assistait à la solennité d'un enterrement. Même la phrase au bas du tableau, « What a time, quelle époque », semble être avalée par son propre écho. Comme dans de nombreuses images de Marshall, les mots soutiennent les images et les rendent encore plus silencieuses. Un autre œuvre, c'est une œuvre comme A Scene on TV, parce que Kerry James n'a pas simplement fait que des tableaux, il a fait aussi des installations, des vidéos, des bandes dessinées, mais je pense que maintenant il veut faire un film d'animation. Et ici, on voit une installation qui s'appelle A Scene on TV de 2002, explore la catégorie des objets perdus, désignés
comme ready-made et présentés de façon spécifique et mesurée sur un mur, ce qui met en lumière l'attention comme une manière de perforer le temps. Marshall a utilisé divers médiums tels que les objets installés, comme les timbres géants, la vidéo, la photographie, la gravure sur bois et la bande dessinée. Personnellement, je vois son travail comme étant avant tout une œuvre de peinture. Chaque image est transmise, montrée et en transition dans le temps, et bien qu'on puisse le percevoir comme une étape interactive, c'est en fait une étape purement imaginative, comme une pensée qui doit être contemplée. Je crois que Marshall a développé une œuvre qui, par son amplitude, même si on l'évalue pièce par pièce, résistera à toute catégorisation. De là, on va aux valeurs morales. Les tableaux tels que Souvenir, qu'on voit ici, et Memento, qu'on a déjà vu, limités à une seule figure féminine, sont les porteurs des jugements de valeur ou non? C'est une question. Ou bien la répétition et la persistance de l'imagerie telle que les portraits de John F. Kennedy, Martin Luther King et Robert Kennedy formulent-elles un vide constant et posent-elles la même question encore et toujours? Mon sentiment est que Marshall, dans la clarté et la stylisation de son imagerie, veut garder ces questions aussi ouvertes que possible. Questions et peinture d'histoire. Au début de mon texte, j'ai fait allusion à un monde fermé, encapsulé au sein des périodes temps marquées. L'une de ces périodes de temps peut être largement autobiographique. On doit savoir que Kerry James est né à Birmingham, Alabama, et de là, avec ses parents, ils sont déménagés vers Los Angeles, et de là, il est allé vivre à New York. Et maintenant, il vit à Chicago, et je pense qu'il veut retourner à Los Angeles. Alors, comme je dis, autobiographique. Les conséquences peuvent constituer une autre période dans un contexte beaucoup plus large. La façon dont Marshall déploie l'imagerie est liée à une approche spécifiquement du timing et de la précision. Par son choix d'une période de temps spécifique, le travail de Marshall véhicule et devient partie intégrante d'un capital symbolique qui se juxtapose à un produit de base. C'est là où son travail devient réellement pervers et donc de l'art. Non seulement il dépeint, mais aussi il contextualise et encadre. L'espace devient délibéré plutôt que accidentel. L'espace de Marshall est clairement politique. Il a à voir avec l'histoire et le souvenir. S'il fallait, par exemple, comparer le tableau de Marshall 7 a.m. Sunday Morning de 2003 avec Early Sunday Morning de 1930 de Edward Hopper ou la même qualité de Drive-In, Drive-By des tableaux de Ed Ruscha, on comprendrait immédiatement la différence avec ce détail d'une voiture, on va retourner à l'image, d'une voiture qui ne va nulle part. Ça ne marche pas. Voilà, hein, la voiture qui va... Enfin, merde. Tu vois? Oui, être chez votre maison. Alors, une voiture qui ne va nulle part, capturée et emprisonnée dans sa propre vitesse, qui finit par perdre tout sens de l'orientation et qui est en train de tourner sur son axe. L'imagerie de Hopper et de Ruscha continuera à représenter la scène par des diagonales prolongées comme en passant, alors que les tableaux de Marshall ne parlent pas du vide, du privilège d'être seul. Ils posent des questions et demandent une explication. Bien qu'il soit au format d'affiche, il n'illustre et n'illume pas. Le public qu'il vise doit
s'approcher, établir le contact afin d'être captivé. C'est la beauté de l'euphémisme éloigné du plaisir de l'imagerie purement atmosphérique. Les tableaux bannières de Marshall non tendus, juste épinglés au mur, nous rappellent avec force que l'origine et la tradition ne sont pas interchangeables. Que l'arène politique ne peut être réduite à un phénomène sociologique. La dimension de son travail n'indique pas qu'il s'agit d'un spectacle. Il refuse de distraire, mais au contraire se positionne comme un obstacle. Son travail intègre une forme de protection des contrôles. Il s'est donné le moyen de se protéger contre d'extraire toute ethnicité exotique ou présumée qui pourrait être balayée comme un art mineur ou l'expression d'un groupe minoritaire. La monumentalité de son travail rend tout ceci virtuellement impossible. Il y a bien sûr un intérêt pour l'Americana ou l'art populaire américain, mais le travail de Marshall comble le fossé et par la juxtaposition appelle le spectateur à réexaminer. Il y a aussi la question de savoir comment certaines choses sont davantage validées que d'autres et comment leur accès est largement défini par des prioritaires sociales et économiques qui sont conçus par des soi-disant experts dont les vues sont institutionnalisées. Je crois que tout cela traverse la totalité de l'œuvre de Marshall. Refusant de reculer comme un canard boiteux, il a choisi de montrer son travail selon ses propres critères. Et maintenant, on va au corporel, le genre et le sexe. Et d'abord, je vais montrer, je pense que c'est son premier autoportrait, it's a self-portrait of the artist as a shadow of his own self, qui était il était très impressionné par un écrivain, Ralph Ellison, qui a écrit The Invisible Man. Je ne sais pas que quelqu'un ici a lu ce bouquin, qui est d'ailleurs formidable, qui a été écrit en 1952, où la figure principale se rencontre à cause du fait qu'il est noir, qui n'est pas aperçu. Alors, c'est toute une histoire sur l'idée de présence et d'absence. Et c'est là qu'il y a eu cette idée, la première idée, le déclic, c'est-à-dire de faire ce portrait, ce autoportrait, qui a même aussi cette idée des blagues qu'on fait toujours quand on ne voit pas les gens noirs dans la nuit, sauf quand ils rient, par exemple. C'est une sorte de caricature. Alors, comment Kerry James Marshall aborde-t-il le corporel, les genres et le sexe dans une œuvre datant de ses débuts, telle que, on doit retourner, To Invisible Men Naked, oui, c'est de 1985, le portrait d'un homme noir, nu, peint sur un fond noir et couplé avec une image blanche, presque monochrome, peinte sur un fond neutre. L'accent est mis sur le visage souriant qui découvre les dents. Pour moi, cette image incarne, plus que tout autre, une certaine corporalité, parce qu'elle s'efforce intensément de se désincarner et par là même elle traite tous les fantasmes mal informés du soi-disant autre. De plus, le genre et la sexualité sont représentés au travers de la pose qu'on voit ici avec l'œuvre qui s'appelle Spotlight, qui prennent les personnages de la façon dont ils fonctionnent comme des silhouettes qui nient farouchement leur étrange circonstance. Je crois que ce hiatus, cette formulation d'un espace vide qui créait une tension sexuelle dans le travail de Marshall, il évite toute analyse de la proximité par le désengagement des figures qui conscientes d'être observées, répondent en regardant le regardeur avec défiance en opposition à la notion d'être découvert. Pouvoir. Plusieurs textes consacrés à Kerry James Marshall font référence à la Renaissance qui est par excellence la période où naît l'artiste en tant qu'individu, le génie de l'artiste en tant qu'entité indépendante à un prix. L'artiste devient un professionnel auquel les marchands passent commande, qu'ils embellissent leur richesse selon des critères qu'eux-mêmes choisissent.
l'idée voyeuriste selon laquelle le statut et le pouvoir peuvent s'acquérir des deux côtés de la table s'établit et l'art devient compétitif. Le travail de Marshall a quelque chose de commun avec, par exemple, la composition des tableaux de Piero della Francesca, mais il ne reflète pas l'espace. Plutôt, il absorbe. L'idée de perspective est utilisée de manière rétrospective. Il ne s'intéresse pas tant à l'illusion de profondeur qu'à l'espace intentionnel auquel il soumet ses personnages ainsi que ses spectateurs. Je crois que Marshall combine en essayant son monde avec celui de Renaissance ou de la Renaissance pour en faire un mix cloisonné où les deux espaces cognitifs semblent être en opposition constante. En nous montrant sa capacité à coopter et à déformer par sa propre vision, Marshall démontre que son travail n'est pas défini par un ensemble de règles. Plutôt, il utilise les règles comme un outil critique, quelque chose auquel résister avec audace plutôt que se conformer en capturant et en confinant l'image. Alors ça, c'était le texte. Ici, on voit le dernier autoportrait de Gary James. Bon. Merci Luc d'avoir fait cet effort énorme de lire le texte en français. Je voudrais pour démarrer qu'on revienne sur justement ce compagnonnage que tu as eu au fil des années avec Kerry James Marshall, qui a commencé en 1995. Vous êtes rencontrés à l'occasion du vernissage de son exposition à New York chez Jack Sheeman, par l'intermédiaire de Carla Rocha, qui l'avait rencontré donc à Chicago. Ce texte a été écrit 10 ans après pour une exposition au Camden Art Center de Londres. Et nous sommes maintenant presque 20 ans après l'écriture de ce texte. Pas 20 ans, 16 ans. Voilà. Donc voilà, tu l'as aussi intégré dans certaines des expositions dont tu as été le commissaire. Peut-être on peut revenir. La première fois quand j'ai montré, enfin, j'ai fait avec un autre artiste en 1999, j'ai fait un expo de groupe qui s'appelait Trouble Spot Painting, qui était un expo c'était une sorte de recherche qu'on a fait entre la peinture qui est dans les deux dimensions et où la peinture sort des deux dimensions. Par exemple, la juxtaposition de Richter et Helio Tizica, des choses pareilles. Et là, j'avais déjà inclus Master, Dan Mother et les Scouts dans une salle où ça a été juxtaposé avec une œuvre de Yves Klein, qui étaient ses œuvres qui étaient en gold. Monochrome doré. Un monochrome doré. Et des œuvres, des grandes œuvres abstraites, Ugo Rondinone et Ellsworth Kelly. Mais c'était la première fois que ça a été montré, en fait, en dehors de l'Amérique, en fait. Et donc, le texte que tu as lu en français, le texte original est dans ce livre. Il est complété par un entretien avec Kerry James Marshall, qui était publié donc la même année dans la revue Bombe, donc vous pouvez le consulter ou l'acheter à la librairie de la Bourse du Commerce ou dans vos librairies préférées. Tu dis avoir été surpris par justement la densité du noir de Kerry James Marshall et le fait que les personnages n'avaient pas d'ombre. Ce qui faisait que tu nous as parlé de la troisième dimension, de la construction du tableau, où tu vois beaucoup d'analogies avec les tableaux de la Renaissance, mais il y a aussi cette ambiguïté peut-être du fait que au début de son travail, il travaillait le collage, de la troisième dimension et d'un espace en 3 dimensions et en 2 dimensions, accentué par le fait de l'absence de l'ombre des personnages. Oui, enfin, il y a des ombres, mais les ombres sont solidifiées, c'est-à-dire que la manière dont ils sont peints, c'est assez solide. En tant que l'ombre est une sorte de non-couleur presque. Et chez Kerry James, ça devient vraiment une sorte... Parce qu'il planifie ses œuvres très précisément, alors... Et c'est ça que je voulais dire avec solidifier l'ombre. C'est pas qu'il n'y a pas d'ombre, il y a des ombres. Mais par exemple aussi, le fait qu'il m'a une fois expliqué, parce que je lui ai demandé pourquoi, par exemple,
il n'y a pas de lèvres rouges. Il ne voulait pas en avoir ça parce que ça diminuait dans son sens l'image, en fait. On doit savoir certainement que Carrie James Marshall a commencé par entrer dans le canon de la peinture d'une manière grande, c'est-à-dire, et ça se voit certainement sur les œuvres un peu plus étendues et plus grandes, qu'il voulait vraiment s'instruire là-dedans, quoi. C'est-à-dire s'inscrire dans une peinture d'histoire, comme on pourrait avoir en France des tableaux iconiques comme le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse, oui, ou l'atelier de Courbet, Manet était important. Enfin, des choses qui n'étaient peut-être moins intéressantes pour que James pourrait être Morandi, par exemple. Ça c'est autre chose. Du coup, ça nous pose une question que tu as abordée dans ton texte. C'est la question... Carrie James Marshall donc, a vécu à Los Angeles, à la période où Los Angeles était traversé d'émeutes extrêmement fortes, extrêmement perturbantes pour toute la société, à Chicago aussi. Donc on sent que chez lui, il y a une volonté de réalisme, d'attaquer des sujets d'actualité, et en même temps, tu le précises très bien, qui s'inscrit aussi dans une histoire, dans une mémoire, qui est une mémoire purement américaine, mais aussi l'histoire de la peinture. Oui, absolument, parce que c'est aussi quelqu'un qui s'est instruit de la peinture, qui connaît ça très bien. Enfin, et c'est un peu la chose qu'on a en commun, c'est-à-dire que quand moi je suis commencé à peindre, personne ne peignait, quoi. Il faisait des installations, tout ça. Ça a ressurgi. Il y a eu l'idée de la mort de la peinture à plusieurs reprises, certainement aussi en France, par exemple. Mais chez lui, et aussi en Amérique, parce que c'était exhaustif, c'était presque à la fin. Mais là, son propos, c'est oui, mais il y a une sous-représentation de méjean, en fait, dans la peinture. Alors, c'est une sorte de responsabilité qu'il a pris comme la sienne. Et par exemple, quand il a fait l'expo au Metropolitan, c'était assez émotionnel, tu vois, parce qu'il visitait le Metropolitan. Maintenant, il faisait un expo où on expose Leonardo da Vinci, par exemple. Mais cette idée extrêmement déterminée de s'inscrire dans une peinture, d'abord de faire de la peinture, et de s'inscrire dans une peinture figurative. Oui, c'est quelque chose que toi aussi tu as vécu en Belgique, et il a aussi vécu aux États-Unis, où, bon, en résumant le propos, on pourrait dire quand même que la peinture abstraite était dominante, et il est allé chercher des gens peut-être oubliés, des grands figuratifs américains qui étaient oubliés, notamment des peintres figuratifs afro-américains, pour montrer aussi tout un pan d'histoire de la peinture américaine qui était peut-être moins considéré ou peu considéré. Oui, enfin, il y a Charles White qui était très important pour lui, enfin, il y a tant d'autres gens, mais il a toujours dit que la seule manière d'entrer de percer ce monde, c'était avec la figuration et pas avec l'abstraction. Il a dit aussi qu'il y avait tant d'autres peintres ou artistes afro-américains qui travaillaient avec l'abstraction parce que ils avaient peur d'être pris simplement sur leur ethnicité. Je suis pas vraiment d'accord avec ça, d'ailleurs, parce que j'ai connu aussi Jack Whitman, qui était un peu plus âgé, en fait, que Carrie James Marshall, et je sais qu'il a eu aussi énormément de problèmes, peut-être encore plus. Alors, mais bon, c'est son idée de la représentation est une représentation qui est une représentation dans la grandeur. Ouais. Mais à un moment donné du texte que tu nous as lu, tu parles aussi du fait que chaque élément du tableau, évidemment les personnages, mais aussi certains détails, d'objets, etc., venaient comme sur une scène, comme s'ils se présentaient. Le tableau, voire l'atelier d'artiste, est une scène où les choses se présentent petit à petit et qui rendent justement l'ambiguïté entre un fait d'actualité et le fait que cette actualité, on doit complètement la recomposer.
pour arriver à une représentation. Que justement, le terme de représentation nous dit bien que ce n'est pas une présentation directe, mais qu'on doit la représenter en l'organisant, en la mettant en scène. Et tu me disais que tu avais vu dans son atelier qui travaillait un peu comme un théâtre de marionnettes. Est-ce que tu pourrais revenir sur quand cette... il a travaillé au Maastricht, c'est-à-dire ce bande dessinée, il avait tous des Barbie, des poupées avec lesquelles il travaillait. Il faisait même aussi à coudre tous ces vêtements, des choses comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut montrer. Il a aussi, quand il était très jeune, fait beaucoup de portraits de poupées, par exemple. Mais cette idée, c'est que, comme il m'a expliqué une fois, et c'est à cause de ça que j'ai inclus ces dessins à la fin, pour le travail qui est un peu plus récent, le studio, on voit, et comme il le dit aussi, qu'il m'a expliqué une fois à moi, que quand il pense de faire une peinture, il pense de ça et de l'espace comme dans le 3D. Alors il organise tout ça et le rend à la fin à 2 dimensions. Alors c'est une manière de travailler en fait. Oui. Dans ce rapport aux comics qu'il peut avoir, vous pouvez, à la galerie David Zwirner, qui représente maintenant le travail de l'artiste, voir dans le showroom une de ces immenses bandes dessinées qui court justement le long du mur et qui fait des mètres et des mètres, comme si on lisait donc un comics mural. Donc, et tu me disais également que quand il est venu donc te rendre visite en Belgique, où vous avez visité les maîtres de la peinture flamande, il était très surpris par l'échelle des tableaux. C'est-à-dire que certains tableaux qui pensaient grands étaient petits, certains tableaux, à l'inverse, qui pensaient petits étaient grands. Et tu me disais que, par exemple, sur les scouts, la chose qui était importante et qui permettait peut-être une porte d'entrée au spectateur, c'est que les choses étaient à l'échelle 1. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur cette idée de la taille, de l'échelle, comme porte d'entrée dans l'œuvre ? Oui, l'échelle 1 sur 1, c'est aussi l'idée de confrontation, naturellement. Parce que, et dans les portraits, ils sont presque un petit peu plus grands qu'un portrait, en fait. Mais quand il a vu ces portraits qu'il a admirés des peintres, des primitifs flamands, il était vraiment choqué que c'était comme ça. Ce qui est choquant, naturellement, parce que quand on les déploie sur un mur, on leur projette, par exemple, des visages de Van Eyck, je ne sais pas quoi. Enfin, ça reste, ça reste visible. Alors, cette idée d'échelle était quelque chose de très, très étrange pour lui. Mais tu penses que l'origine de son travail peut aussi se trouver du côté des muralistes, comme Diego Rivera, comme Siqueiros? Oui, enfin, il y a naturellement, dans les années 30, il y avait Diego Rivera, Siqueiros et tout ça. Il y a aussi Léon Golp, par exemple, qui était un peintre dans les années 60, qui aussi a fait des tableaux sur le racisme et sur des traits politiques, qui étaient aussi peints sur un châssis. Alors, il y a certainement des influences de ça, oui. Au tout début de ton texte, tu parles de la dignité de la peinture. Est-ce que tu penses qu'il y a un devoir moral quand on peint? Non, c'est une dignité qui est... Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais c'était la première résonance que j'avais avec les images. Que d'ailleurs, les images étaient sérieuses, il était assez intense aussi. L'intentionnalité était là. Et c'est ça que je devais me confronter. Alors, rien n'était réellement caché. C'était une confrontation qui était très claire et nette, quoi. Et j'ai trouvé ça... je n'avais pas vu ça, d'ailleurs. Et d'ailleurs aussi le fait qu'il peint les gens noirs vraiment noirs. C'est-à-dire, il peint aussi avec différentes couleurs de noir. Ça, j'ai trouvé très important. Parce que c'est quelque chose, quand on voit ton propre œuvre, le faire du tableau, la façon dont la peinture est choisie, appliquée, toute la question de la picturalité est assez essentielle
pour toi dans ton travail, dans Kerry James, notamment dans ce texte, qui est assez rare en fait, puisque assez souvent dans les textes sur l'art, on s'occupe du fond et de la forme, mais là il y a quelque chose qui excède le fond et la forme, qui est vraiment le faire du tableau. Et tu parles de la feuille d'argent, tu parles vraiment de choix très précis qui rencontrent vraiment la technique picturale. Est-ce que tu penses que cette technique picturale est vraiment la porte d'entrée pour le spectateur à découvrir quelque chose? Non, je pense que pour Kerry, c'est quelqu'un qui croit aussi à une certaine technique, dans le sens que quand il sait ce qu'il veut exprimer, qu'il veut signifier, il va chercher les outils pour le faire. Et c'est un maniaque dans ce sens-là, il est méticuleux dans ce sens-là. Et il est certain que de la manière de s'approprier par le temps aussi, et de se perfectionner, que ça va en fait pas simplement simplifier, mais complexer l'image de plus et le rendre plus dans l'idée de son idée de perfection. Alors, c'est-à-dire que le mot de travail est très important. C'est quelque chose qui est initialement accompagné avec le signifiant. Ce sont des choses qui sont très terrestres aussi, d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que cette méticulosité, cette sophistication ne risque pas de rendre le tableau opaque? C'est-à-dire comment travailler cette dialectique entre ce désir de perfection et puis le fait qu'il faut que le spectateur rende, tu le disais dans ton texte, que tu trouvais que ces tableaux te semblaient étrangement familiers alors qu'ils ne représentaient pas ta culture et qu'ils devraient être très loin de toi, et pourtant ils te semblaient extrêmement proches. Donc comment concilier cette extrême sophistication du travail pictural et une familiarité dans laquelle le spectateur peut immédiatement se laisser absorber à l'intérieur du tableau et pas regarder ça que comme une imagerie? Non, je pense que la perfection chez Kerry James est aussi une manière de résister à un certain point à cet entrappement et pour moi, bon, ces deux choses sont liées. Alors, il agit d'une manière qui fait du sens, certains, et il se restricte aussi dans ce sens-là. On voit que chaque image est travaillée différemment. Alors, enfin, il y a déjà une distance entre les premières œuvres qu'on a vues et les dernières qu'on voit ici aussi dans l'installement, dans l'expo, quoi. Peut-être certaines personnes dans l'auditoire voudraient intervenir et nous poser des questions sur à la fois le travail de Kerry James Marshall et les propos que nous avons tenus. Kerry James Marshall a une énorme rétrospective au Metropolitan et au LACMA de Chicago, jouée par Helen Bosworth, qui a été une sorte de bombe de choc, d'incroyable créativité de l'artiste, complètement politique. Je considère que tu es très politique dans ton travail aussi. Il y a un travail de datation, de collage, que je trouve aussi très, très... les chiffres sont très présents, les réalités. Il a des réalités d'une manière assez différente. Mais où je pense que vous avez un écho. Je ne sais pas si tu as jamais parlé de ça. De ce rapport aux réalités avec des S. Oui, on s'est parlé de ça, évidemment, oui, de cette idée de réalisme. D'ailleurs, je viens d'un petit pays, la Belgique, qui était fondée plus tard même que l'Amérique, en fait, en 1830. Après les guerres napoléoniques, on l'a rendu à les Hollandais. Les Hollandais voulaient en faire les protestants. Ça n'a pas... Les Rothschild l'ont acheté. C'était un paradis de taxes, le petit pays le plus riche du monde, si vous voulez. Ils ont cherché un roi qui est devenu un Habsburger. Alors, bon, dans ce sens-là, on n'a jamais eu, comme par exemple les Allemands,
le temps d'être, parce qu'on était envahi par des différentes forces tout le temps, quoi. Les guerres des 80 ans, des choses comme ça, les Espagnols, n'importe quoi. Alors on n'a jamais eu le temps d'être romantique, par exemple, ou rationnel comme les Français. On a dû survivre, et c'est un certain opportunisme qui est lié à ce réalisme. Et c'est peut-être là qu'il y a un lien qui est important de manière de survivre. Il y a quelque chose de ça que j'ai probablement aussi reconnu dans l'urgence de ces œuvres de Kerry James. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose dans les œuvres que l'on voit projetées derrière nous. Et à propos donc de ce dont tu parles, de la temporalité de la réalité, c'est que sous-jacent, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'inventaire de dates, d'inventaire de modes de figuration, de représentation créés par les États-Unis eux-mêmes, que ça soit l'art populaire, que ça soit la bande dessinée avec les comics, même si, évidemment, il n'y a pas que les États-Unis qui ont créé la bande dessinée, mais ils ont créé un certain type de bande dessinée avec des héros, et même avec des héros afro-américains. Et donc, la plupart des héros de Marvel étaient pas noirs, enfin ils étaient blancs. Alors c'est là qu'il fait une distinction en fait. C'est pourquoi qu'il a aussi fait ce projet. Ça c'est important de savoir, quoi. Et du coup, on a l'impression en effet qu'il au fil de ses œuvres, il montre justement les choses manquantes. C'est comme s'il complétait une histoire de la représentation américaine avec les choses qui n'ont pas pu avoir lieu et les restitue comme, voilà, alors, justement, le langage est très signifiant, les blancs entre les choses, et donc il comble les blancs par du noir entre les choses. Voilà. On sait que le langage n'est pas neutre, et la connotation de blanc et de noir, évidemment, n'est pas neutre non plus, mais on a quand même l'impression qu'il comble certains blancs de l'histoire par sa propre peinture. Ce qui aussi me trouble dans le grand panoramique donc, qui est là, c'est aussi que donc, tu parles de cette voiture qui semble à pleine course et qui absente des travaux de Hopper et après de Ed Ruscha. C'est qu'on a l'impression que la voiture est presque au bord d'écraser le personnage noir habillé de jaune, et qu'il s'en faut de 2 secondes, d'un coup de pinceau presque, pour que sa personne soit écrasée. C'est ça l'idée de confrontation, comme je dis. Je parle de diagonale, mais je parle aussi privilège d'être seul, des choses comme ça. Ici, il y a une urgence qui est presque un manque de temps, mais aussi le fait que la désorientation de cette voiture qui est presque visible, invisible, qui tourne sur son axe, je trouve ça assez intéressant. Oui. Avec l'écriture derrière de Rothschild Likos, je ne sais même pas si c'est une chose existante, elle est trop belle pour pouvoir exister. Et tu parles souvent justement des textes de l'écriture dans les travaux de Kerry James Marshall, où on ne sait jamais si c'est réel ou du domaine vraiment de quelque chose d'écrit. Donc le fait qu'il y a de l'écriture dans ces tableaux, qui est sa propre écriture, et peut-être presque sa réécriture, oui, et pas des choses empruntées. Oui, mais c'est aussi fait d'une manière que ça ressemble à quelque chose de réel, quelque chose qui existe déjà. Alors il fait vraiment attention que ça fonctionne dans l'image. Et comme j'ai dit, avec ce mutisme, avec what a time, l'idée que les mots en fait amplifient cette idée d'absence presque, qui est importante, c'est l'idée d'absence et de présence. Comme des alertes, en fait. On a l'impression quelquefois que c'est des tableaux d'alerte par rapport à notre propre pensée des choses et du réel. Oui. L'installation qui date... Merci. L'installation qui date de 2002, est-ce que c'est une référence au 9/11 ? Quelle installation avec les... L'installation où on voit le bouquet qui est contre le mur, et puis une petite photo où on a l'impression que c'est une tour en feu, et ça date de 2002. Est-ce que c'est une référence au 11 septembre, puisqu'on parle de politique et d'événements et de réalité ? Non, c'est juste une impression alors. Pas parce qu'on est en plein dedans en ce moment, donc, non. Parce que c'est le 20e anniversaire. Non. Ok.
J'avais une question par rapport à par rapport à la présence des corps très forte, je trouve, dans les tableaux de Kerry James, du début au plus récent. C'est un des rares peintres où j'ai l'impression de sentir la scène qu'il décrit, mais aussi ces corps nus, allongés, qu'on appelle le Manet, comme si c'était que des objets, plus du tout des identités. Enfin, je trouve qu'il y a un trouble de la... C'est des personnages avec une personnalité sans être une... comme si elle était factice. Il y a un rapport que je trouve très trouble dans sa façon de parler du... Est-ce que c'est possible d'avoir autre chose qu'être un objet en tant que noir, les gens allongés, je trouve assez troublant. Oui, en fait, dans l'idée que ça entre dans l'idée d'une silhouette presque, ça rend... ça devient un peu l'anonymat, mais en même temps, il y a toujours le regard. Enfin, le regard qui est, comme j'ai dit, dans ce que j'ai écrit, c'est un regard qui était perçu et qu'on peut regarder, mais à la fin ça reste quelque chose qui a une ampleur qui sort de cette image. Alors c'est ça qu'il résiste en fait tout le temps, cet regard aussi. Enfin, c'est ça qui est important. Il faut voir aussi que cette technique de la silhouette, donc qui est un papier noir découpé, qui au départ est liée à une idée de la caricature. Les silhouettes au départ sont des caricatures, faites pour se moquer notamment des dirigeants politiques. Puisqu'on ne pouvait pas les dessiner en faisant une silhouette, on ne les dessinait pas, mais tout le monde savait très bien qui était représenté, a été énormément repris dans l'art populaire. Et on retrouve cette idée dans une autre artiste contemporaine importante qui est Kara Walker. Je pense que toute la silhouette et cette technique de la silhouette est aussi un moyen qu'ont trouvé des gens qui n'avaient pas le droit de représenter, d'accéder à la représentation, d'accéder au pouvoir, au fait de faire de l'œuvre d'art, d'en faire une et d'échapper. Beaucoup de techniques d'art populaire, des ex-voto à la silhouette, sont une manière de représenter quand même, comme s'il y avait une nécessité à représenter, même quand on est dans la situation où rien ne peut être représenté. Et pour moi, c'est aussi ça que je sens quand tu parlais de la dignité d'un tableau. C'est qu'elle est porteuse de cette histoire des ancêtres qui ont eu tellement de difficultés à accéder à la représentation et qui ont trouvé des submerfuges pour représenter quand même de l'art brut à l'art populaire, à l'art des minorités, etc. Oui, à un certain point, oui. Je ne suis pas complètement d'accord parce que je ne pense pas qu'à l'œuvre de Kerry James, il a des propositions un peu plus grandes que ça, en fait, je pense, en tant que peintre aussi, en tant qu'artiste aussi. Et là, cette idée de perfection qui est liée, en fait, à ce qu'il peut faire avec une image et qu'il sait qu'il peut faire, est aussi partie de cette dignité, tu vois, et aussi partie de cette manière de résister et cette espèce de rebelle c'est ça qui m'a en fait oui, choqué. C'est ça, c'est vraiment le visuel qui m'a choqué, c'est-à-dire que quand je l'ai vu pour la première fois, et c'est ça qui était convaincant dans tous les autres sens que simplement l'ethnicité ou des choses comme ça. Il y avait un vrai élément visuel qui est très spécifique aussi. C'est peut-être ça l'idée d'être digne, en fait. C'est à la fois la singularité et à la fois le fait que le tableau est résistant. Oui. Je reviens sur la question de présentation et représentation. Dans un tableau comme ceci, celui du barbecue, celui chez le coiffeur, la question que je pose, moi j'ai vu son exposition à Chicago au Museum of Contemporary Art, je ne sais pas combien d'années. Il y a une partie qui répond à la représentation des Noirs par les Blancs aux États-Unis. Le barbecue est assez... Ça entre dans l'imaginaire typique des Blancs
sur les Noirs en barbecue du 4 juillet. Ouais. Et la question qui se pose, c'est où est-ce qu'il se positionne entre le vrai du noir. Ça aussi, par exemple, l'imaginaire des Blancs, c'est le liquor store. Ça, c'est assez typique de la manière qu'on imagine. On y revient sur l'Invisible Man. Donc, ma question, en fait, c'est où est-ce qu'il se positionne entre jouer avec cette représentation qui c'est, comme a dit Alice, du noir par le blanc, et quelle est la part du réel, de ce qu'il veut montrer de sa communauté. Say it in English, maybe. Where's the problem? No, It's a but- question of... Just make it shorter and say it Okay, in it's a English. question of representation and presentation. The question of representation and Presentation. presentation. Ah, yeah. And the representation that whites have of blacks, Yeah. and how much of what he has is real from the black community, Yeah. and how much is playing with what he knows is the representation that whites have of blacks. Yes, I can. Enfin, je pense que, enfin, il y a quelque chose que je n'ai jamais oublié, c'est que quand on a dû faire une conférence à Harvard University, on avait tous deux 15 minutes. Et à la fin, il y a une question des gens, des étudiantes. Les étudiantes peuvent demander des questions. Et il y a la remarque que maintenant l'Amérique a enfin un président qui est noir, à laquelle Kerry James a répondu qu'il n'était pas noir, qu'il n'était pas assez noir. À ce point-là, je n'ai jamais compris ça, mais à la fin, j'ai dû comprendre ça. Je pense que c'était Alors, je pense que son identité, enfin, ça positionne, la manière dont il se positionne est assez claire, quoi, assez claire dans ce sens-là. Il ne fait pas de compromis là-dessus. Ça, je peux te le dire. Vous avez évoqué la notion de la temporalité, oui. Et vous avez aussi parlé de l'idée d'une collection sous-jacente d'images. Et on a vu aussi dans un des tableaux cette voiture en mouvement, oui. Et même dans l'idée de la bande dessinée. Avec tout ça, je voulais vous poser la question, en fait, autant à Luc que de Kerry James. Quelle est la relation de vos œuvres avec le cinéma? Mes œuvres ou les œuvres de Kerry James? Peut-être les siennes d'abord. Enfin, oui, j'ai à un certain point, à la fin des années 80, enfin, le début des années 80, j'ai trouvé que la manière dont j'ai pratiqué la peinture était trop tourmentée, quoi, trop existentielle. Alors, je n'avais pas assez de distance et je n'ai pas peint pendant 5 ans. Alors, j'ai filmé, j'ai commencé avec Super 8, 16 mm, à la fin même presque 35 mm. Et je suis retourné à la peinture parce que la manière dont... Enfin, il y a une sorte de ressemblance entre le film et la peinture, dans le sens que je serais un très mauvais photographe parce que je serais toujours en retard, quoi. Le photographe, il est dans le moment. Et il y a une sorte de ressemblance entre le film et la peinture parce qu'on peut en fait éditer quand on est en train de filmer dans la lentille, si vous voulez. Et on peut surpeindre une peinture. Alors, tous les deux sont sur l'idée d'approcher l'image et moins que l'attaquer d'une manière directement. Alors ça, sont des propos avec le cinéma que j'ai eu, ou que j'ai encore, en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de geler, en fait, un moment dans le temps aussi. Mais pour Kerry James, il a aussi travaillé sur des projets de films avec la compagne d'Arthur Jaffar. Enfin, ouais. Il a aussi... il n'est pas innocent du cinéma. Non, mais Kerry James, c'est encore une autre histoire. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec Arthur Jaffar sur un film qui s'appelait... Enfin, on a perdu le Dust.
qui était une des premiers films d'une cinéaste, une femme en fait afro-américaine, et il a travaillé avec Arthur Jaffa là-dessus sur la production. Et c'est ce que Kerry James faisait, c'est qu'il rassemblait tous les objets, tous les props pour ce film. C'était une sorte de alors et ça, c'est un peu son idée, avec l'idée de préparer une image aussi, une sorte comme de l'apparition des choses, par exemple. Ce sont aussi des choses. Enfin, et je suis certain, comme moi, il a aussi été encore très fasciné par le cinéma d'animation, par exemple. Merci Luc. De rien. Merci de votre présence.